Donc la première question qu'on se pose en voyant Ali, et c'est une question légitime, c'est pourquoi Ali n'est pas interné? Ou au mieux, pourquoi Ali ne présente pas des signes visibles de troubles neurologiques, psychologiques ou autres en fait? Ali devrait être traumatisé à vie. Ali, c'est la seule dans le 3, peut-être, qui a vu venir tous les événements, qui a été témoin des choses, qui a voulu prévenir que quelque chose n'allait pas, qui a senti qu'il y avait une force ou quelque chose de démoniaque qui s'en prenait à sa famille. Je crois même qu'elle avait commencé à résoudre cette équation en allant faire des recherches sur le net, en parlant de démons. Bon, ça c'était un peu facile, certes, mais il se trouve qu'elle était sur une piste. Elle a bien senti que quelque chose n'était pas normal. Elle a vu sa belle-mère se faire exorciser. Donc elle est au courant de ces histoires de démons et tout ça. Donc quand elle revient, parce qu'elle part en vacances scolaires, et qu'elle revient chez elle, et que ce qu'elle trouve, c'est son père avec une nuque brisée, sa mère éclatée contre les plafonds, enfin je sais plus où on l'a envoyé voler sur le plafond, son frère, son petit frère, donc encore nourrisson, disparu, il n'est pas possible que cette jeune fille s'en remette et ait une vie normale dans un premier temps. Et il n'y a pas que ça. Ali ne tente même pas de mener une vie normale. Ali a continué à faire des recherches, à essayer d'enquêter sur les raisons de la mort de sa famille. Bon, pourquoi pas? Mais raison de plus pour qu'elle nous paraisse troublée, pour qu'elle nous paraisse presque folle, parce qu'elle se rapproche de la vérité, qu'elle a été confrontée à la vérité. Ali a été confronté à cela, Ali en sait de plus en plus. Ali ne peut pas juste arriver en petite chemise, s'asseoir là dans un parc et expliquer calmement qu'il va y avoir une réunion satanique, que Jessie a été infestée à l'enfance parce que justement ce couvent de sorcières s'attaque avant tout a priori donc à des femmes enceintes. Alors elle ne donne pas les détails du lavage de cerveau que subissent les mamans, mais bon, les mamans à un moment donné sont amenées à donner leur enfant. Enfin, on leur laisse pas le choix, de toute façon ils meurent à la couche. Donc ces enfants-là, tôt ou tard, rejoignent l'armée de Toby. Donc là on parle vraiment d'une armée. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on n'a toujours pas été confronté à des agents de cette armée. On n'a pas encore vu d'hommes dans l'armée de Toby. On a vu que des femmes. Dans le couvent, il n'y a que des femmes. Donc que deviennent ces hommes une fois qu'ils sont là, qu'ils sont à point, on ne sait pas. Le film s'avance là-dessus, peut-être les débuts de la création de cette armée, peut-être. Mais voilà, là, donc pour comprendre que Jessie et Oscar ont un statut bien particulier. Un statut différent des autres cas de possession qu'on a vus jusque-là. Jessie et Oscar sont plus de l'ordre d'enfants parasités dès la naissance, dans l'optique de créer cette armée. Tandis que les autres, jusque-là, les cas de possession de Toby n'avaient qu'une finalité. Toby voulait ce garçon qui allait lui permettre de prendre corps. Donc ça, ce n'était pas son armée, c'était le corps de Toby. C'était Toby voulant arriver sur Terre. Donc Ali leur explique tout ça. Elle leur explique que Jessie est fichue. Elle explique un peu le déroulé de cette possession. Alors comment elle le sait, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle a vu chez sa belle-mère. Donc ce n'est pas du tout son expérience personnelle. Là, elle nous donne juste le script du film à sa version, donc avec des choses qu'elle n'est pas censée savoir, encore une fois. Donc l'enfant est infesté à la naissance. Donc on a vu Jessie, plus tard à 18 ans. Donc là, la manifestation... Le démon vient clamer ce qui lui est dû, avec cette fameuse morsure. Alors, elle nous explique d'ailleurs pourquoi 18 ans, parce que 8 plus 1 qui font 9, et 9 inversé qui fait 6. Alors, si on prend Jessie, Oscar et je ne sais plus qui, peut-être son frère, je ne sais plus, ça fait 6, 6, 6. Waouh! Et pourquoi pas à ce moment-là que la manifestation viendrait clamer son dû à 6 ans, 6 mois et 6 jours? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, bref, passons. Ce n'est pas ça qui est c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est pourquoi, comment elle le sait. Ça, on ne le saura pas. Comment elle sait tout ça? Elle aurait pu le savoir en étant à moitié folle, un peu comme Oscar. Ça aurait été génial. Ça fait plaisir de revoir Ali, mais pas de cette façon-là. De cette façon-là, ça sert juste à donner un peu de matière au film, mais sans vraiment le justifier. Il faut aller emprunter des éléments au film passé, pour dire, ah, regardez, elle était dans le 3, ah, regardez, lui, il était dans le 1, pour donner un peu de matière, mais ça ne construit pas un bon scénario du tout. Ces différents éléments qui s'engagent ne sont pas bien engagés. C'est un peu redondant de dire cela de cette façon-là, mais Ali repart. Ali devrait rester. Ali qui a une piste sérieuse pour résoudre la mort de ses parents. Donc, non, elle fait un caméo, elle arrive, elle donne quelques éléments, quelques pistes pour que nos amis mexicains la poursuivent leur enquête, mais elle disparaît derrière, c'est un PNJ. Elle vient, elle donne ses infos, elle se casse. Non, Ali ne devrait pas se casser. Qu'est-ce qu'elle a de mieux à faire de son temps? Si apparemment, maintenant, elle est occupée à mener une enquête pour résoudre la mort de ses parents, qu'est-ce qu'Ali a à faire de mieux de son temps? Ali devrait être complètement taré et leur dire, c'est bon, vous en tenez une, je viens, j'arrive, bougez pas, je me suis préparé à ça toute ma vie, les 4 dernières années, j'arrive. Ali devrait être de la team. Voilà comment utiliser un personnage des séries passées, des épisodes passés. Et cela amènerait de manière plus naturelle, en plus, les déductions de Ali. Donc elle ne sait pas tout, mais avec les éléments qu'il lui donne, elle commence à compléter un peu le schéma. Donc voilà, elle participe aussi à l'enquête. C'est pas qu'elle arrive, elle a toutes les réponses. Elle arrive avec ce qu'elle sait et eux ce qu'ils savent, en confrontant, en mettant tout cela en commun, ils arrivent à sortir des éléments de réponse. Et là, ça donne un entretien beaucoup plus intéressant. Là, le déballage qu'elle nous fait, elle nous explique qu'au moment où le démon vient justement réclamer son dû à ses fameux 18 ans, une fois qu'il a marqué Jessie en le mordant, Jessie va petit à petit se transformer et devenir une sorte comme ça d'agent sauvage.
Donc violent, emo kid un peu, gothique sur les bords apparemment. Voilà, donc il y a cette phase-là. Donc du coup, là, bien sûr, les sorcières ne peuvent pas laisser faire. Donc il y a un autre rituel à faire. Et au cours de ce rituel, Jessie redevient normale, mais c'est fini. Ce n'est plus Jessie. Donc cette phase sauvage où Jessie est méconnaissable, c'est en réalité le corps de Jessie, ou en tout cas l'esprit de Jessie, qui se bat contre cette transformation. Donc c'est son corps qui rejette en fait cette infestation, c'est ce démon qui prend possession. Donc ils font un dernier rituel histoire de concilier les deux. En réalité, ils ne concilient rien du tout, c'est juste qu'en fait, ils permettent au démon de prendre complètement possession du corps. Et Jessie est du coup placée dans le siège passager et regarde le démon piloter son corps. Voilà un peu le destin qui l'attend. Comment elle sait tout ça? Je ne saurais le dire. Mais non seulement elle sait tout ça, mais on verra plus tard qu'elle sait justement où ce dernier rituel doit se tenir. Donc elle sait, elle a localisé la ferme de Louise, la grand-mère, la marâtre. Comment elle sait tout ça? Bon, on ne saura pas. On ne saura pas et c'est dommage. Les derniers survivants de l'affaire de Toby devraient pouvoir mettre leurs forces en commun. Et pourquoi pas avoir une réapparition de Martine, la fameuse Martine. Martine qui avait aidé à résoudre la partie dans le 2, Martine qui avait aidé la famille, Martine qui avait fait de son mieux. Pourquoi pas? Martine qui s'en sort. Martine s'en est sortie, on le sait. Pourquoi Martine ne revient pas? Donc, une fois qu'ils savent tout ça, il leur dit maintenant, il faut agir vite. Ils n'ont plus beaucoup de temps. Mais ils n'ont pas de plan. Donc, agir, ok, super, maintenant que tu nous as expliqué tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc, ils rentrent à la maison avec toutes ces données, et quand ils arrivent, ils trouvent Jessie qui est occupé. Donc maintenant, il a développé des pouvoirs de télékinésie, il est occupé à torturer le chien. Donc, le chien, quand on rentre dans la pièce, on voit que le chien est collé au plafond, comme soulevé par une force surnaturelle, collé au plafond, et on sent qu'il souffre. Il se débat dans tous les sens, il n'arrive pas à s'en détacher. Et Jessie est là en face et il est en train de rigoler. Ça le fait marrer. Pourquoi Toby fait ça? Encore une fois, dès que la présence de Toby devient affirmée, le film souvent ne sait pas quoi en faire. Une fois que le démon est là, c'est plié, j'ai envie de dire. Il devrait juste s'occuper de destruction et de... Pourquoi le démon s'amuserait à torturer des petits chiens? Enfin, pourquoi pas, hein, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre, j'ai envie de dire? C'est ça le grand but final. Il arrive et peut-être qu'il essaie de comprendre un peu comment fonctionne son corps, ce qu'il est capable de faire, mais quand même, enfin, voyons, faut pas déconner, quoi, non plus. Donc là, il s'amuse à torturer un chien. Donc si Hector et Marisol n'étaient pas arrivés, il aurait passé son après-midi comme ça, à regarder un chien collé au plafond, en train de le torturer, à rigoler. En fait, c'est comme s'il était sur YouTube, en fait. C'est sa version YouTube, peut-être, du démon. Plutôt que de regarder des chats qui se cassent la gueule et qui se font marrer, il regarde des chiens en train de souffrir. Mais waouh, enfin, c'est vraiment un démon juvénile, en fait. En réalité, voilà ce qu'on a devant nous, là. Donc, le film ne sait pas encore quoi faire. Peut-être parce qu'il est arrivé trop vite, là. Il est peut-être arrivé trop vite par rapport au rythme du film. Il arrive et il faut attendre, là. Il faut attendre que l'autre rituel se fasse pour qu'il devienne un vrai démon. Mais d'ici là, il faut meubler un peu, le temps de laisser à Hector et Marisol faire leur enquête. Et du coup, ils savent pas quoi faire de Jessie. Donc, Jessie fait de la merde, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait du reste de la journée? Parce que là, du coup, ils vont l'arrêter. Et Hector, la grand-mère et Marisol vont aller voir un guérisseur pour lui demander de l'aide. Qu'est-ce que fait Jessie pendant ce temps-là? Jessie/Toby, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il s'occupe de sa journée? Voilà, il devrait être sous constante surveillance, en plus. Donc là, ils partent, ils le laissent seul. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Avec personne qui le surveille. Pourquoi il reste à la maison? Pourquoi il ne rejoint pas le couvent? Donc le film ne sait pas quoi faire de Toby, donc fallait pas le ramener, encore une fois. Fallait pas le ramener si vite. Il fallait que Jessie puisse résister, ce qui nous aurait rendu le personnage plus attachant, plus intéressant et plus humain. Parce que franchement, l'impression qu'on va avoir à la fin de Jessie, c'est que c'est un connard. Mais bon, je continue. Le guérisseur qu'ils vont voir ne connaît pas la méthode de Martine. Alors lui, ce n'est pas crucifié en bois, trempé dans l'huile d'olive. C'est pas ça. Lui, il a une autre technique qui lui est tout à fait propre, mais que j'aime beaucoup aussi. Ce sont les œufs. De toute façon, j'ai expliqué que tant qu'on n'aura pas un prêtre en train de nous réciter toute la Bible pour exorciser Toby, moi ça me va. En fait, ce type d'exorcisme, j'en peux plus. On a tous les films, on passe 2 heures à écouter un prêtre réciter la Bible, c'est juste... Voilà, on va laisser ça à l'exorciste de William Peter Blatty, et là on va essayer d'avoir autre chose quand même pour changer. Donc j'aime bien cette approche païenne un peu de la possession, mais aussi de l'exorcisme. Donc là, ça va être des œufs donc sur lesquels sans doute l'autre a fait une prière ou un contrat spécial. Voilà, pour moi... Voilà, Toby, c'est le contrat. La possession globale ici dans Toby, le fonctionnement de ce lore, de ce monde en fait de démons et de possession et autres, c'est le contrat. Tu me dois ci, je te dois tant, tiens, je te donne encore, tiens, je te donne une femme enceinte, je prends l'enfant, je te laisse ci, je te donne la... Voilà, c'est que du contrat, c'est que de l'échange. On veut sortir Toby de là, faut lui donner quelque chose aussi. Donc voilà, ça marche comme ça. Toby ne va pas s'effrayer parce qu'on lui récite la Bible. Il est apparu dans une église, littéralement. Donc bon, les lieux sacrés et autres, non. Par contre, effectivement, dans son contrat, on parle de lieux profanes. Mais en réalité, un lieu profane est très facile à créer, d'après le fonctionnement du couvent. En fait, à partir du moment où ils vont mettre leur marque dans un endroit, ça y est, ce lieu devient profane. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un lieu de religion, de culte, en fait, que des religieux vont consacrer. Il suffit que le couvent ait posé sa marque. Une fois que le couvent a posé sa marque dans un endroit, ça devient un endroit profane. C'est pas que la téléportation va se faire d'un cimetière uni à... Voilà, non, c'est pas ça. Au chiottes de la grand-mère, non. C'est pas du tout ça, c'est juste là où la secte a mis sa marque, tout bêtement. Voilà, c'est le démon du contrat. Donc là, il leur refile des œufs,
J'ai bien aimé d'ailleurs, ça fait un peu, donc dans cette œuvre, dans ces œufs, parce qu'il y en a plusieurs, on va emprisonner finalement ce qu'il y a de mal en Jessie. Donc l'œuf fait un peu ça fait un peu coffre, c'est le coffre sans clé, donc c'est le piège parfait. Il rentre à la maison et il trouve Jessie. Donc Jessie est là, hein. Encore une fois, Jessie ne sait pas quoi faire de ses journées, donc Jessie est juste à la maison encore. Hein. Donc Jessie est à la maison, il attend. Donc la grand-mère arrive avec Hector et Marisol. Donc il y a Hector qui filme, Marisol elle joue son meilleur rôle, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle est sur le côté. Hector filme cette scène en fait de l'exorcisme de Jessie par la grand-mère. Donc la grand-mère lui demande de s'asseoir, Jessie s'exécute, et la grand-mère commence donc à prendre un œuf, donc je crois qu'elle a un paquet de 12, donc elle prend un œuf, commence à le frotter sur le corps de Jessie, elle part du bras, elle monte vers la tête, tout cela, donc en fait, comme pour nettoyer tout en absorbant tout ce qui se passe. Et Jessie au début ça le fait rire, donc il a un sourire un peu narquois, et puis très rapidement, il sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Donc le Jessie démon sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc il arrête la grand-mère, il chope la main, tout d'un coup, comme ça, tac, il chope la main, et il écrase l'œuf qu'elle tient. Sauf qu'en écrasant l'œuf, donc l'œuf éclate et on voit effectivement que l'œuf était rempli d'une substance noire, dégoulinante comme ça. Donc ce qui veut dire que c'était en train de marcher sans doute. Donc ça lui plaît pas du tout. Mais il l'arrête mais un peu trop tard parce que du coup il a quand même mal. Il a très très mal, il se met à geindre, il tombe par terre, il se tient le ventre, il a très mal, on sait pas ce qu'il a. Donc les autres commencent à s'inquiéter pour lui. Dans la panique ils appellent, Jessie ça va, Jessie qu'est-ce qu'il y a, etc. Mais nous on se dit waouh ça marche, ça marche en fait. Mais oui ça marche, mais ça marche trop bien. Donc ça alerte ou ça alarme Toby ou les sorcières, je ne sais pas. En tout cas quelqu'un convoque Jessie. C'est littéralement ce qui va se passer vu que les lumières vont s'éteindre, on va tomber dans le noir, va y avoir du bruit, ça éclate dans tous les sens, bam, les lumières s'éteignent, on est dans le noir. Hector rallume la caméra, donc la caméra est déjà allumée, mais il la met en mode nuit. Il arrive à voir du coup que Marisol et la grand-mère sont toujours là, mais Jessie a disparu. Jessie a disparu, il cherche un peu partout, il ne voit pas Jessie, et un petit bruit va attirer son attention. Il va se tourner la caméra vers le salon, et il va voir effectivement que l'espace est en train de se déformer. Et c'est un très bel effet, parce que justement c'est subtil et c'est simple, ils n'en font pas trop, juste l'espace se déforme comme pour se déchirer. Ce qui m'a toujours rappelé un peu les interventions de Toby quand il arrive, comme il essaie de traverser les plans qui séparent la réalité de son monde, qui est aussi une sorte de réalité quand on y pense. Sauf que là, c'est pour renvoyer Jessie. Donc l'espace se déchire tout d'un coup, éclate, la lumière revient, Jessie avec, il est là, il flotte en plein milieu du salon, il hurle de toutes ses forces, tout se pète la gueule, c'est une entrée en fanfare, c'est vraiment, on se croirait dans un film de super-héros en fait. Là, il vole, et nos autres personnages réagissent exactement comme ils devraient réagir, par la panique, ils se cassent tous. La grand-mère, ils obligent tous Jessie, ils la laissent là. Grand-mère, Hector, Marisol, tous foutent le camp dans la chambre. Tous. Ils le laissent là. Et j'aime bien parce que la grand-mère, elle est là, je vais essayer de le soigner, je vais machin, le guérisseur m'a dit de faire ci. En plus, la grand-mère a cette sensibilité spirituelle, justement, pas la Martine. C'est-à-dire elle avait senti qu'elle malo está aquí. Elle avait senti, elle avait vu venir ça. Mais là, par contre, ça, c'est plus El Diablo está aquí. Là, c'est surnaturel de puissance 10, en fait. Donc là, elle ne comprend pas ça, donc elle se barre. J'aime bien la grand-mère qui se taille. Elle court, quoi. Elle court, la grand-mère court. Elle laisse son petit-fils là, elle se barre. Les deux potes font pareil. C'est génial. C'est ces moments-là qui font que ce film me plaît, en fait. C'est que dans tout ce sérieux, dans tout ce drame, quand on y pense 2 minutes, il y a des réactions qui sont profondément humaines, mais qui sont à mourir de rire, quoi. Donc, effectivement, il se planque dans la chambre, il referme, il laisse super Jessie, il volait dans le salon, ils savent pas ce qu'il est devenu, il la laisse là. Et puis, quand ils reviennent, à un moment donné, quand même, ils retrouvent, à 3, ils arrivent à retrouver un peu de courage, ils reviennent dans le salon. Et là, ils trouvent Jessie par terre. Jessie est KO, Jessie est capoute, Jessie est par terre, évanouie, dans la transpi. Et eux, ils ont presque, dans leur attitude, on pourrait presque croire qu'ils croient que ça a marché. C'est bon. Comme dirait Marisol, je crois qu'il est parti. Sauf que, non, est-ce qu'ils ont vu ce qui vient de se passer là? Jessie a été clairement convoquée. Donc, sans doute que les sorcières ont senti qu'un rituel était en train d'être fait, un contre-rituel était en train d'être fait par rapport au sort qu'ils lui ont jeté, et là, elles l'ont convoqué peut-être pour pratiquer, en tout cas sur lui, un autre rituel. Donc, ils l'ont renvoyé comme neuf. Enfin, retour case départ, je veux dire. Donc là, moi, à leur place, ce que j'aurais fait, je l'aurais fini à l'œuf. Donc le paquet de 12, là, il en reste 11, mais ils auraient dû tout finir sur sa gueule, quoi. Caillassage à l'œuf, voilà, quelque chose comme ça. Finissez-le à terre, il est à terre en plus. Donc ils auraient dû... La grand-mère aurait dû se dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Dans la logique du film, la grand-mère aurait dû se dire pourquoi il est parti, pourquoi il nous est revenu en hurlant comme il l'a fait, là, qu'est-ce qui était en train de se passer. Donc attends, on continue le rituel. Il est KO, il est par terre, mais on continue le rituel. Et bien sûr, pendant tout ça, le père n'est pas là. Pendant tout ce temps, le père n'est pas là. La sœur non plus d'ailleurs, mais bon, la sœur n'est pas si importante que ça. Mais le père, quoi, putain. Le père a vraiment une revanche à prendre, une histoire à comprendre. Sa mère, sa femme qui est morte en couche, peut-être des sorciers qui y sont mêlés. Le père avait vraiment un rôle intéressant à jouer. En plus, il est baraque. Il aurait pu venir mettre des mandales, quoi. Mais bon, non, le père n'est pas là. Donc ils vont coucher Jessie et le laisser se reposer. Dans la façon dont ils parlent, dont ils traitent l'affaire, on dirait que pour eux c'est réglé. Ce qui est une grosse erreur, bien sûr.
faux espoir. Parce que le lendemain, Jesse est en sueur et effectivement on se dit, oui, ça a marché. Parce que Jesse n'est plus le Jesse sûr de lui, un peu, comme j'avais dit tout à l'heure, un peu emo kid, un peu gothique là, avec les yeux cernés noirs, parce qu'il a mis du guy liner. Et qui est là, et qui se la pète, quoi, qui est là, avec son sourire narquois. Non, là on a le Jesse en transpi, en PLS dans son lit, complètement transpireux et complètement KO. Donc c'est Hector qui vient prendre les nouvelles en premier et il voit que la grand-mère va lui faire couler un bain, pour Jesse et il est là, il voit Jesse, il lui dit écoute mon pote, ça va, t'inquiète pas, la grand-mère est en train de faire un bain, tout va bien se passer, etc. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Et là voilà, là on avait l'occasion, Jesse ne dit rien, je crois qu'il fait il ne dit rien. Là il avait vraiment l'occasion, pour moi en tout cas c'était une des rares occasions parce qu'après ça on n'aura plus Jesse. Mais là on avait encore une petite présence encore de Jesse dans ce corps ravagé. Et il aurait pu s'exprimer, il aurait pu dire, et là ça aurait un peu boosté son capital sympathie, et Jesse aurait pu dire, écoute Hector, ce n'est pas fini, il est là, je le sens, il est encore là, il pousse, il essaie de prendre la place, il essaie de pousser. Ça fait un peu l'histoire de la chose sur le seuil d'ailleurs, dans cette version-là. Un autre roman de H.P. Lovecraft, où justement une histoire de possession de corps qui est partagée entre deux entités, donc le propriétaire principal, on va dire, sait que ça lui arrive, sait quand ça va lui arriver, et complètement en désarroi, ne sait pas quoi faire. Elle arrive, elle pousse, elle essaie de reprendre ma tête, elle essaie de reprendre mon corps. Voilà, c'est vraiment un roman très sympa. Là, Jesse aurait pu tenir ce même discours-là, je trouve. Ça nous l'aurait rendu plus sympathique. Que là, maintenant, peut-être qu'il se rend compte que c'est foutu. Et maintenant, grâce à ce contre-rituel fait par la grand-mère qui ne suffira pas, mais qui a suffi pour qu'il reprenne un tant soit peu ses forces, qu'il puisse dire, non, Hector, c'est foutu. Il revient à la charge, je le sens. Je sens que je perds le contrôle, en fait. Ça revient. Enfin, le bain qu'elle est en train de couler, faut me noyer dedans, là. Faut faire quelque chose. Je peux plus. Et Hector qui lui dise, mais non, t'inquiète pas, ça va. Voilà. Que ce soit plutôt les amis qui sont entêtés, mais que lui comprenne ce qu'il faut faire. Voilà. Même s'il n'a pas le courage de le faire, au moins qu'il l'envisage. Donc non, il est dans son lit, il geint un peu parce qu'il est fatigué. Et là, tout d'un coup, Hector entend un bruit. Il entend un gros splash. Enfin, il entend un bruit, quelque chose de lourd est tombé. Il comprend pas, il se tourne. Il va pour mener un peu son enquête, il comprend toujours pas. Quand il se retourne, Jesse n'est plus dans son lit. Jesse a encore disparu. Donc là, Hector qui panique. Hector qui sort. Donc il sort sur le balcon, sur le perron. Et là, comme j'avais dit, il faut se rappeler qu'ils habitent au premier étage. Donc il y a des escaliers pour descendre. Donc il y a un escalier à droite qui descend, un autre à gauche. Hector va aller donc sur la gauche. Il jette un œil en bas, il ne voit rien. Et là, quand il se retourne, il voit que Jesse est là. Mais Jesse lui tourne le dos. Jesse est en train de regarder en bas de l'escalier, justement, qui était à gauche. Donc il se rapproche. Jesse, ça va, Jesse? Qu'est-ce qu'il y a, Jesse? Tu vas pas bien, Jesse? Tu veux me parler, Jesse? Jesse qui ne répond pas, puis qui rigole comme ça, comme il rigolait devant le chien en douleur, chien qu'on ne reverra pas d'ailleurs. Il rigole, tiens, il est où le chien? Il est passé où le chien? Pendant tous ces événements-là, ça aurait été génial qu'il soit là à aboyer, à casser les couilles à tout le monde pendant que Jesse se faisait exorciser. Et peut-être même qu'il est connu à grogner contre Jesse quand Jesse reprend ses esprits. Une façon de nous faire comprendre que non les gars, c'est pas fini. Même si on ne saura jamais pourquoi les chiens sont sensibles au surnaturel. Mais passons, mais pas de chien. Voilà, pas de chien. Mais Jesse rigole de cette même façon un peu sadique qu'il avait eu de rire, de sourire un peu devant la douleur de l'animal. Et là, effectivement, on comprend ce qui s'est passé parce que la grand-mère est en bas. La grand-mère est au pied de l'escalier. La grand-mère a été poussée. Elle est là, elle semble dormir dans une flaque de sang. Donc on sait pas trop si ça va bien. Apparemment pas du tout. Et donc on comprend ce qui a pu se passer. Pendant qu'elle était occupée à faire ce bain, alors je sais pas pourquoi elle est sortie d'ailleurs. Peut-être attirée par un bruit, quelqu'un qui l'a appelée. Parce que Toby appelle les gens, il adore faire ça aussi. Appeler, dans ce film on verra, il appelle les gens par leur prénom, très délicatement, très doucement. Finalement c'est un piège bien sûr. Et elle s'est faite pousser. Toby l'a poussée donc en bas des escaliers. Elle a chuté, elle n'a pas crié, elle n'a pas fait de bruit. Et on ne sait pas pourquoi. Elle est juste tombée. Elle aurait dit hurler à l'aide. Non, elle est juste tombée. Splash. Et donc Hector se précipite, il est en panique, bien sûr. Et le temps qu'il descend, quand il se retourne, bien sûr, Jesse a disparu. Donc là, c'est vraiment le drame familial. Là, encore une fois, on a une occasion d'intervention du père qui ne sera pas saisie. Là, c'est le désarroi. Donc la grand-mère est à l'hôpital, le père est avec elle, la sœur est là avec Hector et Marisol. Personne ne sait vraiment quoi faire. La sœur va se rendre à l'hôpital et Marisol et Hector vont pouvoir parler sérieusement. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que Hector est à ça de laisser tomber Jesse. Je crois qu'Hector n'en peut plus de lui. Mais Marisol, dans son meilleur rôle, dira: on ne peut pas laisser tomber notre ami. Voilà, il dira un truc comme ça. Ils ont vraiment choisi cette actrice pour ses jambes. C'est vraiment, faut le dire, c'est pas une blague. Mais bon. Donc Hector est quand même d'accord avec elle, donc ils essaient un peu de faire le point sur les alternatives qu'ils ont. Je crois que c'est Hector qui propose d'en parler au père. Je crois, je suis plus sûr. Ça fait longtemps que je l'ai vu et je ne vais pas le revoir, ça c'est sûr. Il propose d'en parler au père et Marisol doit dire non, c'est pas une bonne idée, il comprendra pas. Fallait le faire en fait les gars. Franchement là ça aurait été vraiment très sympa. Mais ils le font pas. Donc je pense qu'il aborde la question aussi d'en parler aux flics. Donc c'est Hector qui le dit et Marisol lui sort: mais pour leur dire quoi? Pour leur dire que notre ami est possédé par un démon et qu'il a failli tuer sa grand-mère, mais t'es fou Hector. Oui en fait. Si, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas leur dire bien sûr qu'il est possédé par un démon, espèce de... Il faut leur dire que ce garçon n'est pas bien et qu'il a poussé sa grand-mère, qui est là mourante à l'hôpital, et qu'on sait où il est. Parce qu'ils savent où il est à cette heure-ci, Jesse. Parce qu'ils appellent Ali et Ali finit par leur donner. Alors pourquoi elle l'a pas donné au début, on ne sait pas, mais là elle leur donne les coordonnées de la ferme. Donc ils notent en fait sur un bout de papier.
Donc ils savent où se trouve Jesse. Ces éléments suffisent pour que la police se bouge. Bon, ils n'enverront pas une armée, donc ça c'est un peu dommage. Par contre, on ne pourra peut-être pas les convaincre au point qu'ils appellent une armée. Mais on peut dire qu'il est armé et dangereux. Là, au moins, la police prendra la chose un peu au sérieux, ils s'y rendront. Ils n'enverront pas la police municipale, quoi, à ce moment-là. Ils viendront peut-être un peu mieux préparés. Donc c'est au moins une façon d'augmenter leurs chances. Donc non, pas la police, parce qu'il ne faut jamais la police, bien sûr. Et sans oublier qu'ils détiennent la caméra qu'ils peuvent montrer aux policiers pour montrer qu'il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Ils ne les croiront pas, sans doute, mais ils ont pas mal d'éléments là pour motiver un déplacement de police. Donc non. Donc qu'est-ce qu'on fait dans El Barrio quand on ne veut pas appeler la police? On va voir les gangsters. Donc c'est la solution qu'ils vont trouver. On va aller voir Arturo, le grand frère d'Oscar. Donc ils se mettent en route. Donc là on rentre quand même dans une phase très tendue, très très délicate. Je parle là de ce qui se déroule autour des personnages en fait avec toute cette crise. Là c'est vraiment le moment on est au climax de la crise là. Et là pourtant ils filment toujours. Ce qui est encore une fois une des limites du found footage. C'est-à-dire dans ces moments-là par contre on ne filme plus. Et en plus c'est Marisol qui filme pendant que Hector conduit. Pourquoi Marisol filmerait pendant que Hector conduit? Pourquoi elle penserait à allumer la caméra pour filmer? Dans ce moment de crise, on va se rendre chez un gangster, lui demander de l'aide pour aller libérer notre ami. C'est pas une situation dans laquelle on pense à filmer. Ce qui marche, par contre, c'est qu'on est tellement stressé, c'est qu'on est pris dans l'histoire au point d'oublier ça. Donc ça marche pour le spectateur qui se rappelle plus, qui comprend plus en fait pourquoi. Il se pose plus la question. On est là, on se dit bah oui, l'action se passe là, on veut voir ce qui va se passer. On oublie que la raison pour laquelle on est capable de voir cette action, c'est parce qu'il y a un des protagonistes qui est en train de filmer, chose qu'on ne ferait jamais en temps paranormal, on va dire. Donc c'est pas grave, on est emporté dans l'action. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans une allée, ils roulent dans une allée et là la voiture tombe en panne. Mais Hector fait merde, la voiture est en panne. Ne me dis pas que c'est un cliché de film d'horreur. La voiture est en panne. Elle ne roule plus. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Toby, encore une fois, avec son pouvoir de télékinésie, a arrêté la bagnole. Il ne l'a pas arrêté, je pense, de force, comme ça, en mettant un mur invisible devant. La bagnole est quand même intacte. Mais il a dû débrancher un câble ou quelque chose comme ça. Sauf que quand son action va cesser, à Toby, la voiture va repartir. Donc je sais pas vraiment ce qu'il a fait. Mais voilà, on va dire qu'il est télékinésique. Donc il a pu arrêter la voiture. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, dans l'ombre là-bas, ce qu'il voit, c'est Jesse. Donc il y a l'ombre de Jesse. Ils le reconnaissent, ils font Jesse? Jesse? Et là, Jesse commence à s'avancer vers eux. Donc là, eux, ils paniquent, ils veulent repartir à tout prix. Les deux paniquent. Hector panique parce qu'il veut repartir et Marisol l'encourage. Oui, démarre, casse-toi. Et la question qu'on a envie de leur poser, c'est quoi votre plan en fait? Vous vouliez le retrouver, il est là. Et là, vous vous barrez. Je peux comprendre qu'il se barre, y a pas de souci. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Essayer de le retrouver encore. Donc à chaque fois, ils essaient de le retrouver. Quand ils le trouvent, il les fait flipper parce qu'il est flippant. Ils se cassent et après, ils veulent le retrouver parce qu'ils le voient. Enfin, c'est quoi le plan? Donc là, ils veulent se barrer maintenant. Ils voient Jesse, il ne fait rien de particulier, juste il avance vers eux. Que Hector dise « fuck this », moi j'en ai marre, tu vois, je peux comprendre, parce que lui il est à bout. Pourtant c'est l'ami qui ne lâche pas, donc il peut être amené à penser ça, puis finalement revenir sur sa décision et dire « non merde, c'est mon pote, quoi, je peux pas le laisser ». Marisol, elle avait dit tout à l'heure « on ne peut pas abandonner notre ami ». Donc, bah il est là ton ami, vas-y. Non, il dit à Jesse « mais vas-y putain, mais démarre, qu'est-ce que tu fous ?» Et donc Hector essaie de démarrer, bah bien sûr elle est pas. Alors Marisol cette conne, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je suis un peu dur avec elle, mais bon. Elle prend la caméra, elle filme Hector, elle filme la rue, elle filme Hector, elle filme la rue. Pourquoi elle fait ça? Donc en fait, elle quand elle tourne sa tête, il faut qu'elle tourne la caméra avec, c'est génial. Elle peut pas faire les deux en même temps. Elle filme Jesse qui s'avance, elle filme Hector. Elle filme Jesse qui s'avance, elle filme Hector, elle filme la ruelle, il y a plus de Jesse. Ah bah merde, il y a plus Jesse, il est où Jesse? Bah bien sûr qu'il y a plus Jesse. Fallait garder un œil sur la route, non? Et donc, Jesse arrive sur le côté, pète la vitre, il sort Hector de force, il le met par terre, il commence à l'étrangler. Pour un Jesse démon avec des pouvoirs de télékinésie, c'est pas la démonstration la plus flagrante de force. Parce que quand il arrive, non mais je crois même qu'à un moment donné, il marche sur le capot, cet enfoiré. Je pense qu'il marche par-dessus la voiture. En fait. Il les fait flipper parce qu'à un moment donné, il est au-dessus de la voiture. Descends de ma voiture, connard, tu vas cabosser ma voiture. Il descend après, mais il se fout de la gueule du monde en fait. Il se croit tout permis, ce mec. Il descend, il l'attaque par la fenêtre, il le sort, il commence à l'étrangler. Non mais avec tous les pouvoirs qu'il a, c'est ça sa façon de mettre à mort. Mais il aurait dû faire imploser la voiture. L'imploser, la faire péter de l'intérieur, quoi. Tout qui rentre vers l'intérieur, en fait. Les vitres, les machins, tout le verre. Voilà, qu'il en fasse un charnier, en fait. Littéralement. Non, il préfère péter à la main, Il aime bien faire ça. Péter les ouvertures pour rentrer la tête, rentrer le corps. Il va le faire encore vers la fin. Il le fait tout le temps. Il adore péter des trucs. Fermer des portes, péter des portes. Voilà. Il adore faire ça. Il tire Hector dehors. Il commence à l'étrangler, mais il a oublié Marisol. Il a oublié qu'au Mexique, ils ont tous des battes de baseball. Donc Marisol, elle a sa batte de baseball. Exactement comme l'épicier de tout à l'heure. Enfin non, c'est pas vraiment ça. C'est juste qu'il y avait une batte de baseball dans la voiture d'Hector. Tout le monde a une batte de baseball dans ce putain de film. Donc il y avait une batte de baseball dans la voiture d'Hector, donc Marisol prend la batte de baseball et elle sait s'en servir, il n'y a pas de problème. Elle met un coup comme ça, punk, sur la tête de Jesse et Jesse est out, il est KO. Jesse, le super démon qui est arrivé à arrêter, Jesse est KO. En un coup par Marisol, Jesse est KO. Bon, en tout cas, Hector est très reconnaissant de cette faille scénaristique, il est content parce qu'au moins il survivra une heure de plus, quoi. Donc, elle le soulève, et là, ils disent, putain, on le tient, vas-y, on le ramène. Il le met dans la voiture, et il roule. On sait pas où ils vont. Peut-être qu'ils vont à l'hôpital. Ils vont ramener un démon à l'hôpital, mais bon, je sais pas où ils veulent aller. Peut-être un prêtre, quelque chose. Peut-être aller voir Ali. Ça aurait été génial qu'Ali soit avec eux, là, justement, qu'elle fasse, faut le buter, putain. Parce qu'elle est complètement tarée, du coup. Elle aurait dû dire ça.
Et elles font, mais calme-toi, meuf, calme-toi, on va le sauver, c'est notre pote. Elle leur fait, mais non, c'est trop tard, vous voyez pas, c'est trop tard, il va faire comme ma belle-mère, il va commencer à torturer les animaux et tout. Faut le buter, ça aurait été génial. Mais non, ils vont rouler. On sait pas où ils vont. Et là, une grosse voiture va... Ils se disputent d'ailleurs. Je crois qu'ils se chamaillent. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. Peut-être que lundi, on va à la police. L'autre dit, on va voir un prêtre. L'autre dit, non, on va aller voir Martine. Je sais pas ce qu'ils décident. Et là, le temps qu'ils se chamaillent, il y a une grosse bagnole qui leur arrive dessus et qui éclate, qui les emboutit en fait, qui les envoie rouler. La voiture roule et en fait, les gens sortent de cette bagnole, récupèrent le corps de Jessie et se cassent. Ils se cassent. Donc quand Hector et Marisol reviennent à leurs esprits, Jessie n'est plus là. Là, normalement, on abandonne. Vu qu'ils se chient dessus au moment où Jessie venait vers eux et qu'ils ont voulu l'abandonner, là maintenant ils voient qu'il y a que les gens engagés là-dedans. Parce que jusque-là, on leur disait juste, il y a un couvent, il y a des sorcières, il y a un machin. Mais ils savaient pas vraiment ce que ces gens étaient capables de faire. Ces gens sont capables d'attaquer une voiture en pleine circulation, l'emboutir, la retourner, récupérer quelque chose dedans et se casser. Ils n'ont rien à perdre en fait. Ils sont prêts à tout. On ne confond pas ces gens-là légèrement. Donc pourquoi ils continuent? Hector et Marisol, pour eux, l'aventure devrait s'arrêter là. Là, on a tout essayé, on s'est pris une bagnole. Mais non, mais là, déjà, tu vas à l'hôpital, hein. T'as pas la force d'aller voir un gangster et lui expliquer, écoute, il faut qu'on aille attaquer ce soir un couvent de sorcières parce qu'ils ont notre ami. T'as plus la foi. On a déjà vu que leur amitié avait commencé à vaciller dans l'allée, là. Donc, si l'amitié vacillait, là, maintenant, avec ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'il en est de cette amitié? Enfin, je sais plus. Je la trouve pas crédible, en fait, cette poursuite. Donc, bien sûr, ils n'abandonnent pas. Parce qu'on n'abandonne pas notre ami. Ils vont aller voir Arturo, le fameux gangster, et ils vont lui dire, il y a des sorcières qui tiennent Jessie notre pote, est-ce que tu peux nous les aider? Et lui leur dit, ok, bougez pas. Il va à sa bagnole, il ramène dans son pote un gros Mexicain là, bien vénère, avec chemise à carreaux, le look quoi. Je crois qu'il a le bandana, je suis même pas sûr, mais bon, je dis peut-être de la merde. Mais du coup, ils vont, c'est un peu cliché quoi, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment cliché. Ils ont des guns dans le coffre de la bagnole, voilà quoi. Il lui dit juste ça et le mec obtempère, enfin c'est, pourquoi? Qu'est-ce qu'Arturo en a à foutre de Jessie? Il ne le connaît pas. Pourquoi ils essaient pas de l'accrocher en lui parlant de son frère? Pourquoi le scénario ne prend pas juste 2 secondes pour dire, écoute, les gens qui ont fait ça à ton frère, on sait où ils sont, ils ont pris Jessie, c'est la même chose. Tiens, regarde la cassette, regarde ce qu'on avait filmé, on t'avait pas montré ces scènes, mais regarde ce qu'Oscar avait dit à Jessie quand ils se sont confrontés. Il leur a dit, c'est ces femmes qui leur ont fait ça. Bah, ces femmes, on sait où elles sont. Si tu veux ta revanche, c'est maintenant. Tu prends tout ton gang, on y va, on les défonce. À la mexicaine. Non, ils lui disent juste, Jessie est pris, et lui, il débarque. Alors qu'il n'en a rien à foutre à Jessie. La dernière fois qu'il a vu Jessie s'est très mal comporté chez lui en plus. Il l'a fait entrer dans la chambre de son frère, lui a montré des trucs, et Jessie n'a rien trouvé de mieux à faire que de se casser en faisant la gueule. Donc, pourquoi il se ferait chier pour ce petit con? Donc bref, on va dire qu'Arturo est plus gentil qu'on ne le croirait, et il décide du coup d'aller faire une attaque, une descente sur la ferme de Louise. Aborde la voiture d'Arturo avec donc son pote, le gros Mexicain. Et non, ils prennent pas d'autre aide, hein. Donc il vient juste avec ce pote-là. Alors qu'on se rappelle qu'il est chef de gang, donc il a pas mal d'hommes de main. Bah, ils viennent à deux, c'est plus facile pour le scénario. Et donc il y a Marisol et Hector qui suivent. Marisol et Hector qui ne sont pas armés. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien pris, même pas une batte de baseball, rien. La dernière fois qu'ils ont vu Jessie, qui est leur ami, il a essayé d'étrangler Hector. Sans la batte de baseball, ils auraient pas pu s'en sortir. Là, ils vont voir la secte. Il n'y aura pas que Jessie, il y aura plein de gens pas très gentils. Ils viennent, donc Marisol a les mains dans les poches et Hector a sa caméra. Donc ils arrivent, on va voir que c'est pas des pros, hein. Pour le coup, ils ont pas joué à Counter-Strike. Ils arrivent dans la ferme, grosse baraque, hein, la ferme, donc il y a un gros couloir de ferme, il y a une grosse maison, et on se demande mais pourquoi ils ne sont pas là depuis le début en fait, Jessie et compagnie, enfin, pourquoi les sorcières ont laissé Jessie aller traîner dans cette allée et commencer à faire des coups de frayeur. Bon, bien sûr que c'est pour le film, c'est pour faire peur, mais concrètement, ça n'a aucun sens. Pourquoi la laisser libre, pour qu'il se fasse capturer, puis ensuite qu'ils arrivent en bagnole pour le récupérer? Pourquoi? C'était une façon d'envoyer le démon devant pour nettoyer derrière lui. Il croyait que Jessie était déjà fini. Jessie n'était pas fini, le rituel n'avait pas encore été fait là, à ce moment-là. Ou alors si le rituel avait été fait, c'est qu'il est vraiment faible. Mais non, le rituel n'avait pas été fait. Il n'est pas encore, on verra, il sera différent là quand on va le revoir. Donc le rituel n'avait pas encore été fait. Donc là, les sorcières ont eu le temps de faire le rituel maintenant. Mais avant ça, elles ont laissé Jessie aller traîner dans des allées pour coincer la bagnole d'Hector et de Marisol. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Nettoyer derrière eux, elles, ne pas laisser de preuves. Les sorcières n'en ont rien à battre de ça. Elles sont complètement au-dessus de tout ça. On va le voir d'ailleurs qu'elles sont complètement folles. Il faut surtout pas laisser de preuves. Mais elles en ont rien à foutre de ça. Telles qu'on nous les décrit, elles sont tellement perchées dans une autre sphère de compréhension, dans une autre sphère de connaissance, le terrestre, mais elles en ont plus rien à carrer. Enfin bref. Donc ils arrivent dans cette grande demeure dans laquelle tout aurait dû se passer depuis le début, qui n'est pas si loin finalement, donc même Anna aurait dû être là. Sauf si Anna était une sorte de sorcière en mission dans le barrio, donc dans la mission c'était justement de rester dans le quartier et de rencontrer les femmes enceintes, essayer de choper justement des soldats potentiels. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas à la ferme. Parce qu'on va voir que toutes les sorcières sont là ce soir, en tout cas. Donc, ils arrivent dans la maison, ils ouvrent le coffre de la voiture, il y a plein de guns comme ça, donc Arturo prend un fusil de chasse, l'autre prend un semi-automatique, là, le gros Mexicain, et ils font leur descente. Mais de manière pas du tout organisée, hein. Il y en a pas un derrière qui surveille pendant que l'autre avance. Non, juste ils avancent. Ils vont vers la maison avec leur gun comme si de rien n'était. Ils arrivent devant la porte principale, il y a Arturo qui essaie de l'ouvrir, donc
il tient son fusil comme ça. On ne sait pas s'il a peur aussi. C'est très bizarre comment il le joue. Il n'arrive pas de se retourner, de regarder la caméra, comme pour être sûr que vous me voyez bien là, vous me filmez bien. C'est très bizarre. Il essaie d'ouvrir la porte, elle est fermée. Il se tourne vers elle, il fait « Elle est fermée. Merci Arturo, merci. » Et après, t'as un putain de... À quel moment t'as voulu faire ça subtilement? Déjà, il a ramené un fusil de chasse, le gars. Il a ramené un putain de fusil de chasse. Un fusil à pompe, du moins. Donc, la subtilité, je pense, c'était pas le plan depuis le départ. Donc, pourquoi ne pas juste défoncer la porte? Qu'est-ce qu'il fout? Donc, bon, la porte est fermée. Donc, ils font le tour. Ils vont voir une autre porte. Et là, à ce moment-là, on se dit, mais attends, mais si toutes les portes sont fermées, en fait, ça veut dire qu'ils vont rester dehors, là, c'est ça? Donc, il faut une autre porte. Elle est encore fermée. Et là, cette fois-ci, le gros Mexicain fait, attendez, bougez pas, j'ai une solution. Et là, il sort un trousseau de clés, je sais pas ce qu'il sort. Il sort des outils, il commence à essayer de crocheter la porte. Et pendant qu'il crochette la porte, on peut pas rester là à rien faire, du coup. Hector, il s'ennuie. Donc, il bouge avec sa caméra, il va s'éloigner pour aller fouiller un espace. Pour quelle raison, pourquoi, comment, on sait pas. Il s'éloigne, il quitte le groupe armé pour aller se balader tout seul de l'autre côté. Le mec qu'on vient d'étrangler il y a quelques minutes plus tôt, il finit dans une sorte de cellier, je sais pas ce que c'est le machin, une sorte de cabane au fond du jardin. Il fouille dedans, il ne trouve rien. Sauf que quand il sort, il y a Marisol qui l'a rejoint. Elle aussi, elle a laissé tomber les gars pour venir vers lui. Et vu qu'elle est partie, elle aussi, Arturo les a aussi rejoints. Donc ils ont laissé le gros Mexicain tout seul essayer de crocheter la porte. Ils se séparent, quoi. Ce qu'on ne fait jamais dans un jeu de rôle. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans un jeu de rôle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont voir, je sais pas si c'est parce qu'ils entendent un bruit, la maison est désespérément silencieuse, si je me rappelle bien. Et là, dans le lointain, donc ils vont voir les écuries et ils vont se rapprocher pour voir. Donc ils voient que les écuries sont cadenassées. On ne peut pas les ouvrir, ce qui est déjà très bizarre. Gros cadenas, grosse chaîne, voilà. Et là, ils regardent à l'intérieur, ils voient de la nourriture. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui donne un menu entrée plat dessert à un cheval? Ça n'a pas de sens. Et effectivement, ce ne sont pas des chevaux dans l'écurie, mais il y a une femme tout d'un coup qui sort et qui vient à eux, qui hurle, aidez-moi, sortez-moi de là, ne me laissez pas là. Une prisonnière de la secte. Pourquoi elle est dans les écuries? Pourquoi elle est à l'extérieur? Parce qu'elle peut pas être là en temps normal. Enfin, je veux dire, quand même, elle va hurler, elle peut attirer de l'attention. C'est quand même con de l'emprisonner là, vu tous les moyens qu'ils ont. Pourquoi la laisser en plein air? Pourquoi ne pas l'enfermer dans une cave, dans un sous-sol? Peut-être qu'ils l'ont fait venir ce soir-là juste pour le sacrifice, pour le rituel, peut-être. Non, mais on saura pas. Moi, j'ai cru que c'était une de ces fameuses femmes enceintes, là, justement. Mais la plupart des femmes enceintes étaient consentantes. On leur avait fait un lavage de cerveau assez efficace. Elles n'étaient pas là à résister, à hurler. Ou alors ça, c'est un des passages. On les enferme là, le temps de leur nettoyer le cerveau, puis ensuite je réfléchis trop, là. Bref, ils trouvent une femme qui est emprisonnée par la secte. Pourquoi là? Voilà. Je trouve que t'as raison toi-même. On ne saura pas. Toujours est-il que ça donne l'alerte, en fait. Et tout d'un coup, les sorcières débarquent. Alors, on se rappelle que la première fois qu'on a été chez Louise, la grand-mère, dans la nuit, on avait découvert les sorcières pour la première fois. C'est quand le mari, justement, avait entendu du bruit en bas, sa femme était descendue, elle ne revenait pas, lui, du coup, descend à son tour, et tout d'un coup, il ouvre la fameuse cabane au fond du jardin, et là, quand il met la lumière, il y a juste 5-6 femmes, assez âgées, toutes habillées en noir, qui le regardent. Donc lui, et c'est génial parce qu'il dit pas, mesdames, ça va, vous êtes perdues, l'EHPAD vous a paumé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore les méthodes Orpheia, ça, hein. Mais non, pas du tout. Il comprend que quelque chose ne va vraiment pas, là. Quelque chose ne tourne pas rond du tout. Il se casse. Il se casse alors qu'il n'y a rien de menaçant, là, qui est en train de se dérouler. C'est pour ça que j'avais adoré cette scène. Il ouvre une porte, il voit 12 grand-mères dans c'est pas une EHPAD, mais faut que j'arrête, mais c'est parce que c'est l'actualité du moment, justement. La crise des EHPAD, on a découvert à quel point on malmenait les vieux, comment on les maltraitait dans ces espaces-là. Bah là, effectivement, il trouve 4, 5, 6 vieilles dans un tout petit espace réduit. Elles ne lui font pas de mal, elles ne lui hurlent pas dessus, elles ne crient pas. Elles le regardent juste et lui comprend what the fuck et il se tourne et il détale. Et quand il se retourne pour voir qu'est-ce qu'elles font, elles sortent une à une de la cabane en question et s'avancent doucement mais sûrement vers lui. Elles marchent comme ça, là, toute tranquille vers lui, comme si, mais rien à battre, frère. Tu peux courir si tu veux, mais on arrive, en fait. Et ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. C'est tellement sans cri, sans effet, sans rien, mais c'est juste flippant. Juste, elle marche vers toi. C'était vraiment efficace. Il faut vraiment de la retenue dans le film, justement, pour que dans un film d'horreur, là, de ce style-là, c'est dire, non, vous ne criez pas, vous ne faites rien, juste vous avancez vers lui. Ça va mieux marcher. Ça va marcher, ça. Bah là, c'est pas le choix qui va être fait, en fait. Les sorcières vont débouler de partout. On sait pas d'où elles sortent, tout d'un coup, elles apparaissent. Il y avait personne avant. Elles sortent de toutes parts. Elles arrivent en hurlant, avec un couteau à la main. Donc, elles te foncent dessus en faisant, ah! Voilà les nouvelles sorcières. Et donc, bien sûr, Arturo se fait pas prier, hein. Happy to oblige. Un fusil en pompe en action. Voilà, il te les replie. Donc en fait, t'as les sorcières qui volent comme ça, à chaque fois, qui se prennent des douilles dans la gueule, dans le ventre, et qui volent sur 2 mètres. Et il commence à les achever comme ça. Donc on est dans un jeu vidéo, là. Tout d'un coup, on rentre dans un jeu vidéo. Il les achève une à une enfin, il tire dessus, comme ça, à droite, à gauche, il les envoie voler, comme des quilles, en fait, hein, qui volent dans tous les sens. Ça diminue tellement l'impact de ces sorcières.
C'est devenu des cibles mouvantes, en fait. C'est devenu vraiment des cibles qui apparaissent tout d'un coup avec un couteau à la main, il faut tirer rapidement au bon moment. C'est un jeu vidéo, le machin. Et donc, panique à bord, enfin, panique pour eux, pour les protagonistes, pas pour nous du tout, en fait. La scène est risible. Les sorcières auraient dû rester calmes et contenues. Et voilà, et avec cette élégance, mais avec cette condescendance presque, en fait. Ce mépris pour l'humain, pour, ok, t'es là avec tes flingues et tout ce que tu veux, mais en fait, nous, on fait, là. Le rituel est en train de se faire, en fait. Tu peux toutes nous buter si tu veux, on bougera pas. Ou qu'ils soient confrontés à une force vraiment surnaturelle, en fait, que tout commence à voler dans tous les sens, mais pas des sorcières qui courent avec des couteaux à la main, et toutes le même couteau d'ailleurs. Ça veut dire qu'elles en ont acheté une chier en plus, pour tout en avoir une et foncer sur le premier intrus qui se pointe en fait. Bien sûr, qu'est-ce qu'il dit Arturo? Il leur dit courez, je les retiens. Mais courez où? Il y a des sorcières partout qui déboulent avec des flingues et ces deux connards ne sont pas armés, ils ont qu'une caméra. Ok, donc ils courent effectivement, Arturo se démerdera tout seul, alors qu'ils peuvent récupérer un des couteaux par terre. Il y a 2 sorcières mortes là, à terre. Récupérez au moins les couteaux, armez-vous les gars, un vrai RPG. Ils vont vers la porte, qui était en train d'être ouverte par le gros Mexicain, et ils le trouvent mort. Donc lui aussi est mort comme la grand-mère, c'est-à-dire sans faire de bruit. Il est là, il est couché, il s'est fait poignarder dans le dos, à multiples reprises, il n'a pas fait un seul cri. Il n'a alerté personne. Donc là, il est à terre, et en fait, ils vont enjamber son corps et refermer la porte juste avant que 2 autres sorcières arrivent comme ça en leur courant dessus avec un couteau à la main. Donc ils referment la porte au bon moment. Il n'y a plus le semi-automatique du gros Mexicain, en fait, il a disparu. Donc ils ont laissé la personne qui avait la meilleure arme toute seule. Elle s'est fait tuer et désarmer, et donc maintenant, voilà. Maintenant, on est dans le beau drap, donc maintenant, ils sont enfermés dans la maison, ils ferment la maison de l'intérieur. Maintenant, ils sont dans la tanière du loup, quoi. Enfin, dans l'antre du diable. C'est foutu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'ils croient pouvoir faire, là? Pourquoi ils ne sortent pas leur téléphone et ils appellent la police ou... Je sais bien qu'ils n'auront pas de réseau. Mais on les voit même pas essayer. Ils n'essayent même pas de passer un coup de fil. Bon, c'est pas grave, on l'a compris, hein. Ce sont les agneaux que nous allons sacrifier ce soir, hein. C'est aussi simple que ça. Quoi qu'ils fassent. Donc ils ne feront rien d'intelligent, du moins, pour se sortir de cette situation. Donc ils vont commencer à fouiller alors la maison est vide. Alors elle est pas tout à fait vide, elle est presque vide. On dirait une maison donc qui est en plein déménagement, mais on a laissé 2-3 petits meubles qu'on a couverts de draps parce que voilà, ça fait un peu plus creepy. Donc si la maison avait été abandonnée pendant un long moment, le fait qu'elle soit quasi vide, ça appuie bien cette tension qu'on va vivre à l'intérieur pendant qu'ils vont être occupés à fouiller. Ils vont pas fouiller longtemps parce qu'ils vont entendre un bruit dans la cuisine. Hector va dire à Marisol, attends là, j'arrive. À ce stade-là, de toute façon, on veut juste qu'ils crèvent. Là, c'est fini en fait. Vu qu'ils font tout pour mourir, on se dit bah allez-y. Donc, vous étiez 4, vous êtes passé à 3, il y a eu un mort, puis vous êtes passé à 2, l'autre là il est foutu, c'est sûr, et maintenant vous voulez vous séparer et faire 1-1. Et pourquoi Marisol accepte? Ils sont dans une maison où clairement un rituel vient de se tenir, parce qu'effectivement ils découvrent dans le salon un pentagramme dessiné avec une tête de cheval coupée au milieu. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de chevaux dans les écuries, c'est qu'ils s'en servent pour les rituels. Donc il y a la tête d'un cheval coupée en plein milieu, donc un rituel a eu lieu. Donc effectivement, le rituel de Jesse a eu lieu, ils sont arrivés trop tard. Ils voient que c'est ça qui vient de se passer dans cette maison. Ils ont un gros Mexicain mort à l'entrée, ils ont l'autre pote qui est en train de buter des sorcières à tout va. Il dit à Marisol, attends-moi là, j'arrive, et elle accepte. Si lui est complètement taré, mais elle reste seule dans le noir, c'est-à-dire elle n'a même pas de lumière, parce que c'est lui qui part avec la caméra et la source de lumière, du coup. Il la laisse dans le noir et elle fait « D'accord, j'attends là ». On sait qu'on ne reverra plus Marisol, hein, ça on le sait. Donc il va dans la cuisine, là où il a entendu le bruit, et qu'est-ce qu'il va voir en fait? J'entends du bruit, je vais aller voir ce que c'est, mais putain, mais c'est vraiment un des trucs dans les films d'horreur qui me casse le plus les couilles, que je peux plus. J'entends un bruit, je vais voir ce que c'est. Mais pourquoi dans ce contexte, t'entends un bruit, tu vas voir ce que c'est. Essaie de te protéger, d'appeler du secours, il y a des sorcières qui essaient de te poignarder là, je sais pas si t'as compris. Il va voir, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il entend son prénom, ou il entend qu'on l'appelle. Ouais, je crois qu'il entend Hector. Il fait Arturo, c'est toi? Hector. Donc il se rapproche de la fenêtre, et là bien sûr, la tête d'Arturo qui est mais alors plaquée contre la vitre, pour montrer qu'Arturo est fini quoi, enfin... Je sais pas s'il le tue vraiment, mais sans doute il est aux prises à l'extérieur avec du coup Démon Jesse en train de le balancer dans tous les sens. Hector se barre de là en courant, il revient dans le salon, bien sûr, Marisol a disparu. Donc maintenant il cherche Marisol. Voilà comment ça marche à chaque fois. C'est quand même génial ce fonctionnement, c'est quand même dingue. Donc il se met à la chercher, il va tomber sur une sorcière, il va tomber sur plein de trucs. Ça va être que du jumpscare, hein, mais pas méchant. Là, à un moment donné, il se retourne, il voit une vieille sorcière qui parle. Celle-là, par contre, elle n'est pas complètement hystérique, elle n'est pas en train d'essayer de le poignarder. Donc celle-là, par contre, elle parle. Elle parle, elle lui explique quelque chose, elle parle dans une langue qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'elle est en train de lui dire qu'il est venu, il est parmi nous, béni soit le... Voilà, je sais pas ce qu'elle lui dit. Il panique, il se barre, il aurait dû lui mettre une patate, comme dans un rituel. Il aurait dû lui mettre une patate bien satisfaisante. Il le fait pas, il se barre, et il va se planquer dans un placard. Il va se mettre à chialer. Il va se mettre à chialer en se tenant la bouche comme ça pour pas faire trop de bruit. Ce moment marche bien parce que pour une fois, il pose la caméra, il la pose. La caméra, le film met d'en dessous parce qu'elle est posée au sol en fait. Le film malgré lui, il n'essaie pas de faire un cadre, un beau plan. Il pose la caméra, il tient la porte du placard, il se met à chialer. Mais il veut pas faire trop de bruit, donc il se tient la bouche comme ça, machin. Mais là, ça y est, là, il se dit, je suis fini. Il se dit peut-être aussi, j'aurais dû appeler les flics. Ce qu'on se dit du moins. Et là, dehors, je crois qu'on a affaire à un des coups de pression favoris de Toby. Je crois que ça frappe sur la porte.
ou quelque chose comme ça, ce qui aurait dû se passer. Le fait qu'il arrive avec le rituel, c'est trop tard, c'est un peu dommage. On n'aura jamais vu de rituel et c'est vraiment dommage. Ça aurait été bien qu'on arrive en plein rituel. Qu'on arrive en plein rituel, mais qu'en fait, que la présence de ces humains qui essaient d'arrêter le rituel n'y change rien. C'est-à-dire que les sorcières ne les calculent même pas. Là, ce pauvre Hector effrayé dans son placard, elles auraient dû le laisser là. Elles auraient dû le laisser là, faire leur rituel, ne pas le calculer du tout, une façon vraiment de lui dire « T'es insignifiant, mon pauvre garçon. Tu peux faire ce que tu veux. T'es là, t'es pas là, c'est pareil. » Les choses qui se passent, ça dépasse tellement, t'as pas idée en fait. Parce que nous, on a compris, nous, on a vu, nous, on sait. Et le fait de le rendre aussi misérable, si on veut, aussi désarmé, aussi réduit à rien. Tu ne peux rien faire. T'es là, t'es pas là. Littéralement, elles devraient faire le rituel devant le placard, d'ailleurs, pour vraiment le pousser à bout. Et là, on aurait eu quelque chose de très sympa. Là, on aurait eu quelque chose de très significatif. Non seulement on n'aurait pas eu ces sorcières qui courent partout, qui sautent partout comme si on jouait à un flipper, et en plus, ça aurait appuyé encore une fois ce mépris et cette supériorité qu'elle se donne, en fait, par rapport à l'espèce humaine. Ça aurait été génial. À la place, on a un Hector terrifié qui est dans le placard. Je pense d'ailleurs qu'il finit dans le placard parce qu'il retrouve Marisol. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est qu'au moment où la sorcière lui parle, là, je pense qu'il finit dans une pièce, et dans cette pièce, il y a un plafond de verre, et Marisol, elle nous fait une Oscar, c'est-à-dire qu'elle passe à travers le plafond de verre. Et tout comme Oscar qui avait essayé de passer à travers le toit d'une voiture en sautant d'une église, bah ça se passe pas très bien, donc Marisol est out. Fin de tournage pour Marisol. Donc c'est pour ça qu'il finit dans le placard, mais il reste le temps de pleurer un peu dans le placard. Il ressort, parce que il faut bien sortir, il va pas y passer sa nuit. Ce qu'il aurait dû carrément faire. Tu fermes, tu restes là à vie, mon gars. Il ressort, et là, cette fois-ci, quand il arrive dans le salon, il y a un drap qui se jette sur lui. Moi, je crois que c'était une sorte d'oiseau un peu, qui rappelle un peu le démon, en fait, vu que c'était un peu des pattes d'oiseau qu'on avait dans le 1. Non, c'est pas ça. C'est juste, en fait, encore une ouverture du portail. Le portail s'est rouvert, ce fameux portail de téléportation. Et là, maintenant, il y a Jesse devant lui. Jesse est devant Hector et Jesse n'a pas l'air content. Mais Jesse est classe. Par contre, là, il est propre, il est beau sur lui. On sait bien dire qu'ils ont fait le rituel. Donc, Jesse est maintenant, entre guillemets, normal. Il se tient, quoi. Il ne bave pas comme un furet rageux voilà. Il arrive à se tenir. Enfin, à se tenir. Quand Hector va l'appeler Jesse, il va lui foncer dessus. Il va lui foncer dessus en exprimant la seule voyelle qu'il sait dire, c'est « Ah !» Je sais plus ce qu'il fait. Il fait « Oh !» Il lui gueule dessus. Donc on comprend que Jesse n'est plus Jesse. On sait qu'on a un démon là en face de nous. Donc il lui fonce dessus, ce pauvre Hector. Hector fonce donc dans une des chambres à l'étage, s'enferme, et il voit que maintenant il est pris au piège en fait. Il n'y a pas de sortie. Enfin, il n'y a pas de sortie. Il y a une porte dans un mur. Il y a une porte posée contre un mur. C'est-à-dire qu'il ouvre sur rien normalement, qu'il ouvre sur un mur normalement. Mais il y a tous les signes autour de la porte qui prouve qu'on a affaire à une de ces portes donc de téléportation qui permettent de passer d'un lien impie à un autre. Donc Hector se dit je vais peut-être pas y aller tout de suite. Donc il attend de voir s'il peut trouver une autre solution. À ce moment-là, la porte qu'il vient de fermer, la porte de la chambre, il entend donc Jesse qui l'appelle. Hector, vas-y ouvre là, ouvre, c'est ton pote, c'est Jesse, vas-y ouvre. Et Hector qui n'est pas tout à fait con l'envoie chier. Je sais pas s'il lui dit fuck off Jesse ou un truc comme ça, va te faire foutre. Peut-être un truc comme ça. Et Jesse, ça l'énerve, il est fâché forcément, il est vexé que son astuce n'ait pas marché, que sa ruse n'ait pas marché, il est vexé, mais le mec il dit mais merde, ah ouais merde, ah merde ça marche pas, et donc là il retombe tout de suite sur son plan préféré, c'est-à-dire qu'il essaie de ruser 2 secondes, ça ne marche pas, pour dire on n'a vraiment pas affaire au diable malin qui tente, qui parle, qui tout, non, si habituellement on a la figure du diable presque poétique, presque intellectuelle, malin, qui manie à la fois la violence verbale, mais également la subtilité dans le propos pour essayer de tromper et d'amener sa victime à faire ce qu'il veut, ou en tout cas la troubler assez pour semer le doute chez elle, doute donc qui va être encore plus nocif finalement, en plus qu'il va mêler vérité et mensonge. Là, Toby, c'est pas ça du tout. Toby, c'est un démon, il a des ruses de gamin, il a des ruses d'adolescent, même pas d'adolescent, il a des ruses d'enfant. Il les tente, quand ça ne marche pas, il s'énerve, il casse tout. C'est un démon juvénile. C'est vraiment ça. On a fini par comprendre ce qu'était Toby. Donc il lui dit, Hector, ouvre la porte, ouvre. Hector lui fait, non, va te faire foutre. Et là, il commence à péter la porte. Donc il pète la porte, il nous fait une shining, en fait. Il nous fait une shining, c'est-à-dire qu'il défonce la porte, on voit la tête à travers, la main qui passe, il essaie d'accéder à la serrure. Hector panique, et là, Hector, il a pas le choix, il va passer à travers le portail de téléportation. Quand il ouvre ce fameux portail, ça donne donc sur du noir absolu, sur le vide absolu, il fonce là-dedans, parce qu'il y a un Jesse rageux, enragé qui rentre dans la pièce en fait. Donc là, il a plus le choix, il se jette là-dedans, ça coupe la caméra quelques secondes et puis enfin il apparaît chez Micah et Katie du 1. Voilà la dernière astuce que le film a trouvée pour se donner un peu de matière. On l'aura compris déjà avec les caméos. Le film n'est pas assez fort pour tenir tout seul, donc ils ont été chercher des caméos partout avec Ali, tout ça. Bon, là on n'en est plus à montrer une cassette qui montre que tiens, ça c'était le 1, à montrer une photo, ça c'est Louise, c'était du 2.
Non. Là, on débarque vraiment chez Katie et Micah à l'ancienne. Ce qui aurait pu être une figure intéressante, en fait, que dans ces portes temporelles, finalement, que le démon, l'arrivée donc d'Hector, suivi de Jesse d'ailleurs, dans cette pièce, va fournir la fin du 1. Sauf que non, ils vont vraiment saboter cette fin. Ils vont vraiment la saboter, c'est vraiment dommage. Ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que le 1 tenait tout seul. Le 1, on avait un mystère, on ne savait pas ce qui s'était passé là, au sous-sol, quand Katie s'était mise à hurler, que Micah avait foncé pour aller l'aider, et finalement avait fini par se faire buter, en fait, en hurlant, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que machin, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, il s'est fait tuer, et on trouve juste son cadavre après. C'était très bien, pas besoin d'en montrer plus. Bah là, ils essaient de nous montrer ce qui s'est passé. Donc en fait, quand Micah hurlait, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait, finalement, c'est parce qu'il est tombé sur Hector. C'est vraiment dommage d'avoir craché à ce point-là sur le 1. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Quand Hector débarque, en fait, Hector arrive dans leur salon, dans le salon de Micah et Katie du 1. Et il voit une Katie de la dernière nuit qui descend. Donc on se rappelle qu'elle était complètement hypnotisée et ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. Elle descend, elle est somnambule, comme ça, elle marche. Il s'approche d'elle, madame, ça va? Qu'est-ce qui se passe, madame? Je suis où? Je sais pas où je suis, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est un jeune Mexicain à casquette qui apparaît en pleine nuit chez des bourgeois américains. Donc, il est mal barré, là. Il essaie quand même de demander de l'aide. Donc, il l'appelle, elle ne répond pas, et là, il la touche. Erreur monumentale, il ne fallait pas toucher la Katie. Katie se met à hurler de toute son âme, mais vraiment comme si l'autre était en train de la brûler vive. Elle hurle, elle se tord en hurlant, parce qu'elle veut tout donner. On aurait dit que l'actrice en question lui avait dit, écoute, tu vas nous faire un petit caméo dans le dernier Paranormal Activity qui sort. Ton rôle consistera juste à hurler. Et elle s'est dit, d'accord, pendant 2 semaines, je ne parlerai pas, je vais réserver mes cordes vocales. Comme ça, je vais tout donner. Elle essaye de tout donner. La fin qu'on va avoir là, c'est une fin faite de hurlements. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discours, il n'y a que des gens qui hurlent. C'est insupportable. Katie hurle, se tord. Ouah! Micah! Ouah! Si Hector lui avait mis une patate, mais qu'est-ce que ça aurait été génial. À la place, Hector s'éloigne en disant non, mais calmez-vous, c'est pas moi. Et là, on se dit, n'importe qui de normal, Katie, elle aurait dû hurler pour demander de l'aide, ça c'est normal bien sûr. Mais elle aurait dû essayer de s'armer, se reculer, Non, elle reste sur place, devant cet inconnu, et juste elle se contente de hurler en faisant une sorte de prière sur place, comme ça, là, comme si elle écoutait du métal. Donc elle se tord, elle se redresse, mais elle reste sur place, devant cet agresseur. Donc elle est possédée, elle est pas possédée, est-ce qu'elle l'appelle, est-ce que c'est une façon de poser un piège à Micah, qui maintenant, du coup, ce con de Micah, quand il descend, il voit bien sûr Hector, il se dit, merde, mais t'es qui toi? Il lui fonce dessus, il le tacle au sol, et là, Katie en profite pour lui arriver dessus et commencer à le suriner comme ça à coup de couteau. C'est comme ça que Micah meurt, en fait. Donc on se dit, bah oui, c'était peut-être pour détourner l'attention de Micah, en fait. Et pendant qu'il a l'attention détournée, le finir comme ça. Le finir en hurlant comme ça. Mais sauf qu'il dormait là-haut, le con de Micah. Donc, il n'y avait pas besoin de ça pour le buter, en fait. Il était déjà vulnérable dans son lit. Cette ruse ne marche pas non plus. Pourquoi tout le monde hurle, en plus? Tout le monde crie, tout le monde hurle. Oh, putain, ça fout la migraine. Tout le monde hurle. Micah est en train de hurler parce qu'il se fait poignarder. Katie est en train de hurler parce qu'elle le poignarde. Hector hurle parce qu'il voit un couple en train de se poignarder. Hector doit être tellement confus, putain. Il débarque chez des gens, il parle à une femme qui se met à hurler comme une tarée, son mari descend, lui fonce dessus, il a de la chance qu'il lui tire pas dessus en plus. Il lui fonce dessus, puis maintenant la femme se retourne contre le mari, commence à le poignarder. Il a dû se dire, vu que je suis mexicain, il va me mettre le coup sur l'autre. Peut-être que la femme là en question a réfléchi très vite, elle voulait l'héritage, elle voulait se débarrasser du mari, et là elle a eu une occasion en or. Elle se lève une nuit, elle tombe sur un Mexicain chez eux, qui est sans doute en train de cambrioler bien sûr, ça peut être que ça. C'est le moment de poignarder le mari et comme ça mettre ça sur le dos du Mexicain. Je sais pas moi. Et bien sûr, Hector se tourne pour se barrer, et il y a Jesse qui est là, Jesse qui lui saute dessus. Alors Jesse qui est devenu le requin. Jesse le requin avec sa grande gueule, là, ses dents acérées. Ce look du démon est tellement naze en plus, putain. Donc voilà à quoi ressemblent les soldats du démon. Donc oh putain, c'est vraiment la team maquillage qui n'en a rien à foutre, quoi. Qui te met des dents de vampire. Donc Hector est à terre. J'ai cru qu'ils allaient nous faire d'ailleurs une Blair Witch, c'est-à-dire que la caméra est à terre, continue à filmer toute seule. Et j'ai cru que ça allait rester juste comme ça. Et en fait, on a la vieille sorcière, celle qui ne hurlait pas, qui s'approche, récupère la caméra et l'éteint. Ce qui donne la fin du film. Film qui s'est donc plus à cracher, donc vu qu'il lui manquait de la matière. Film qui s'est autorisé à cracher comme ça sur le 1, sur le 2, sur le... Le film n'avait pas assez de matière, ça aurait dû être un court, et surtout il aurait dû se focaliser sur ce qui l'intéressait, c'est-à-dire en fait cette possession et cette création d'armées de démons. Ils n'ont pas su quoi en faire, ils n'ont pas vu où était leur force, ils n'ont pas vu où était la force de ce scénario. La force de ce scénario était déjà dans la configuration familiale ici, des protagonistes. Avoir cette discussion au sein d'une famille qui essaie de résoudre ça change déjà du héros solitaire ou du couple isolé qui est confronté tout seul à Toby et qui essaie de s'en sortir. Ce n'est plus ça. Ici, on a une famille et ça aurait été très intéressant parce que chacun son approche différente pour traiter de la chose, pour trouver une solution à la chose, de la grand-mère au petit-fils.
en passant par le père, la sœur, tout ça. Ils se sont complètement perdus pour finalement en faire une action, un film d'action lambda à la fin. Même si c'était un peu plaisant, c'est quand même plaisant de voir un peu ce combat à la fin, les sorcières qui, finalement, on se dit, ah, les sorcières, c'est ça, on va pas les battre comme ça juste avec une méthode aussi simple. Bah si, en fait. Juste un bon gun, un bon coup de shotgun dans la gueule, ça suffit, en fait. On se dit, bah oui, merde, fallait y penser, en fait, c'est tout simple, mais c'est ça qu'il faut. Et donc ça, c'est assez plaisant, c'est un peu jouissif à voir, mais dans la construction de l'histoire, ça retombe très vite. Ce n'est pas assez satisfaisant pour nous rester, c'est marrant sur le moment, mais très rapidement, on se dit, mais c'est du quoi ce film? Donc ça, c'est dommage. C'est vrai que si je l'ai revu, c'est pour cette dynamique familiale que moi j'aimais beaucoup les échanges au sein de la famille autour de cette histoire qui est en train de se dérouler, ça me plaisait bien. Et j'aimais bien aussi le fait que là, les personnages, bah voilà, on est dans une autre communauté avec d'autres fonctionnements, d'autres codes, ça me plaisait bien aussi. On aurait dû ramener Martine, ça aurait été génial. Ça aurait pu partir de Martine d'ailleurs, tout ça. Martine qui a été trempée dans les événements du 2. Et Martine qui croit retrouver la paix en retournant au Mexique dans sa famille parce qu'elle en a assez vu, elle revient de la guerre là. Là, je reviens de la guerre, les amis. Vous savez pas ce que j'ai vu, je ne peux pas vous raconter, mais là maintenant je veux prendre ma retraite. Et là qu'elle retourne dans sa famille et qu'en fait Toby les suivi parce que Toby est un putain de rancunier, il ne va pas laisser faire. Donc ça soit plutôt l'aventure autour de Martine cette fois-ci. Sauf que Toby n'est pas prêt parce que Martine, elle est prête. Martine est mexicaine, mon gars, et Martine a des contacts. Donc là, ça va pas se passer comme avec ces familles de bourgeois blancs là que t'as l'habitude de bolosser dans les quartiers huppés. Donc là, ça aurait été génial, ça aurait été une bonne histoire. Et c'est pas tout à jeter non plus parce que comme je disais, c'est un des derniers à qui je donne encore un peu c'est pas le bénéfice du doute, mais j'ai une petite part d'affect pour cette histoire. À la fois dans la dynamique, grâce à Hector aussi, que je trouve très drôle, j'aime beaucoup ce personnage. Il n'a pas été faire grand chose derrière, mais je trouve qu'il marche bien. Marisol a de belles jambes. Jessie est complètement abrutie. Et on aurait dû suivre Oscar. Oscar est beaucoup plus intéressant. On aurait dû suivre Oscar. Et les sorcières sont bêtes. Les sorcières sont bêtes, elles font des rituels dans les salons alors qu'elles ont des caves où personne ne les entendrait. Elles ont des grandes maisons, des grandes demeures où elles devraient retenir leurs prisonniers. Non, elles les laissent se balader dans la ville. Pendant ce temps-là, elles retiennent une femme enceinte qui peut hurler et dénoncer du coup leur manigance. Sacrée histoire. Mais je voulais m'en servir pour faire un pont. Parce que Toby est quasiment là, Toby est présent. On se pose toujours cette question, qu'est-ce qui se passe après? Enfin, on n'a jamais des fins clairement établies d'une présence de Toby sur Terre. Et là, le dernier Paranormal Activity qui est sorti, ça y est. Donc je le spoil, bien sûr, mais ça fait un moment qu'il est sorti, mais on arrive à ces fameuses fins où le démon arrive. Là, maintenant le démon est sur Terre, il a gagné. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a quelques films qui proposent ça, où le démon arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On avait abordé la piste d'un Toby arrivant, du coup, maintenant c'est une infestation au niveau mondial. Tout le monde filme des trucs bizarres qui se passent, les met sur YouTube, les met sur Snapchat, les met où qu'il veut, les met sur les réseaux sociaux, tout simplement, et que voilà, qu'on commence à attester comme ça d'une sorte de pandémie démoniaque globale. Parce que Toby est sur Terre. Et maintenant, ça ne concerne plus un foyer, un seul couple, non, ça concerne le monde entier. Donc ça, c'est une piste éventuellement pour ce film-là. Donc, ce que j'ai bien aimé dans le dernier film qui est sorti, dont je veux parler, c'est que non seulement on a ce scénario qui aboutit, qui consomme complètement cette question, ok, vous avez essayé de retenir le démon, vous avez essayé de le retenir, mais non, c'est fini, le démon a gagné, il est là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change, en fait, quand le démon est là, vu comment, en fait, les choses se déroulent déjà présentement sur Terre? Quel est l'impact vraiment d'un démon arrivant en plus sur Terre? Qu'est-ce que ça va changer, les gars? Il y a le réchauffement climatique déjà, Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est un bon sujet, je trouvais. Et surtout, je pense qu'ils ont aussi neutralisé cette histoire de found footage. Ils se sont rendus compte que là, c'était fini, là, faut arrêter avec les found footage, les gars. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un mix. Ils ont fait un mix où, en fait, effectivement, il y a le film, avec donc la supra caméra qui filme tout, qui nous montre le film qui se déroule, mais dans le film, les personnages essaient aussi de filmer ce qui se passe. Ils ne filment pas tout le temps, ils ne filment pas quand ils sont pourchassés par un démon, bien sûr. Et donc là, c'est le film qui reprend le dessus, mais le film va de temps en temps nous montrer effectivement ce qui est en train d'être filmé par les protagonistes. C'est quand même pas mal, donc on passe dans ces différents plans-là. On a la caméra omnisciente et on a aussi la caméra du témoignage, du récit, la caméra dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé que c'était pas mal que Paranormal Activity passe par là, parce que là, le fan footage à un moment donné, c'est plus possible, là, c'est plus possible. Hector qui filme tout ce que j'ai raconté là tout à l'heure qui était en train d'arriver à Hector, il a filmé tout ça. Il a filmé jusqu'au bout. Il a filmé un Jesse qui le suit dans la chambre maudite. Il a filmé quand il est passé à travers le portail maudit. Il a filmé quand Katie poignarde Micah. Non mais les gars, c'est pas possible. Il a la caméra glue, il a mis de la super glue et la caméra sur son front. C'est pas possible, c'est une GoPro le machin. Donc voilà, clairement on atteint les limites du found footage et clairement on atteint la fin de ce film, donc Paranormal Activity, les marqués. Marqués qui ne sont pas si marqués que ça, ils sont plutôt mordus. Ça aurait dû s'appeler Paranormal Activity les mordus, parce qu'à chaque fois qu'ils se font posséder là à la fin, quand l'entité vient réclamer son dû, ils sont mordus au bras. Elle les mord au bras, donc c'est Paranormal Activity, les mordus, c'est ça le bon titre.